Bonjour Vanessa Springora. Bonjour. Vous Merci. publiez Le Consentement aux éditions Grasset. Je dois dire que j'ai été absolument bouleversé par votre livre qui est une histoire absolument abominable, une sorte de conte. Vous commencez d'ailleurs par évoquer les contes de Grimm, le livre de votre enfance, et je me suis dit finalement, ce qu'il y a d'absolument bouleversant dans ce livre, cette analyse que vous faites, ce récit, c'est le fait que jusqu'ici, nous n'avions ce conte que sous la plume de l'ogre. Et finalement, votre livre est le premier qui en finit avec le récit de l'ogre. Oui, je ne sais pas si c'est tout à fait le premier, mais en tout cas, c'était important pour moi effectivement de faire rentrer dans le champ littéraire la voix d'une jeune fille qui avait été victime, et parce que c'est une voix qu'on n'entend jamais effectivement en littérature. Vous pensez, j'imagine, à Lolita de Nabokov. C'est un pendant de Lolita d'une certaine manière, et d'ailleurs j'ai longtemps tourné autour du sujet avant de parvenir à l'écrire de cette manière, comme je l'ai fait aujourd'hui à la première personne, et j'avais pensé effectivement raconter l'histoire de Lolita inversée du point de vue de la jeune fille, effectivement. Vous avez fait 2 versions, je crois, de ce livre. Vous avez débuté une première fois par une écriture qui prenait un autre chemin, et puis vous êtes revenu sur votre ouvrage, Vanessa Springora. Oui, j'ai beaucoup tourné autour du sujet, j'ai eu surtout beaucoup de difficultés à parvenir à l'écrire, et il n'y a pas eu une seule version, ou 2 ou 3 ou 4, il y en a eu peut-être une dizaine en fait, ça fait plusieurs années que j'essaye. Ce qui est récent, c'est que je sois réussi à aller jusqu'au bout de l'entreprise finalement, en étant le plus honnête possible, c'est-à-dire en l'écrivant non seulement à la première personne, mais en me replaçant vraiment dans l'état d'esprit dans lequel j'étais à l'époque quand j'étais adolescente, en étant au plus près, au plus juste de mes sentiments d'alors. J'ai cru comprendre que ce qui vous avait véritablement décidé à écrire ce livre, Le Consentement, donc que vous publiez aux éditions Grasset, Vanessa Springora, et c'est le fait que cet écrivain, GM dans votre livre, Gabriel Matzneff, ait obtenu le prix Renaudot Essai en 2013. Oui, entre autres choses. Alors, ça fait partie des provocations qui pour moi, au titre personnel, étaient insupportables. Mais il y en a eu beaucoup d'autres. C'est quelqu'un qui m'a poursuivi, harcelé toute ma vie. En 2013, il y a eu ce prix, mais en 2015, il a écrit sur mon lieu de travail, la personne avec qui je travaillais, un nombre invraisemblable de mails pour essayer de rentrer en contact avec moi. Il m'a toujours écrit partout, il a pu essayer d'avoir mon adresse ou de connaître des gens qu'on avait en commun. Enfin, il a toujours essayé de maintenir son emprise, et d'ailleurs il continue à le faire aujourd'hui avec la réponse qu'il a donnée hier aux Parisiens. Non, à l'Express, pardon. En lisant votre livre, on se dit que finalement ce cauchemar qui vous poursuit est décrit avec de nombreux détails. Comment avez-vous fait pour mettre sur le papier tout ce que cette mémoire traumatique porte, Vanessa Springora? Pour mettre sur le papier, il a fallu beaucoup de distance, et si j'ai réussi à le faire, c'est très curieux, très mystérieux, ce qui soulève un peu les inhibitions, ce qui fait sauter les verrous. On tourne autour d'une histoire, on n'y arrive pas pendant des années, puis un jour ça vient pour des raisons qui sont aussi un peu inconscientes, mais la véritable raison, je pense que c'est aussi le fait d'être devenue moi-même mère, et d'avoir autour de moi des adolescents, et de comprendre enfin ce qui avait été très difficile pour moi jusque-là, ce que c'était réellement que cet âge très particulier de grande vulnérabilité, de transition entre l'enfance et l'âge adulte, et qui est un moment où on est une proie évidemment idéale pour ce type de structure psychique auquel on a affaire avec cet homme, mais comme il y en a malheureusement de nombreux. La particularité, chez lui, c'est d'être écrivain, et donc de redoubler son entreprise de prédation par une exploitation littéraire de cette séduction et cette dépossession des jeunes filles et des jeunes garçons d'ailleurs, pour ce qui est des années 70, puisqu'il a commencé avec plutôt les jeunes garçons. C'est ça, voilà, qui le caractérise, qui fait sa singularité, on va dire, c'est en plus d'être écrivain et d'utiliser la littérature
pour pouvoir continuer à assouvir ces pulsions qui sont malheureusement pathologiques. Et le fait qu'il soit écrivain pesait dans le milieu dans lequel vous étiez élevé avec votre mère, puisque votre père était un père violent et absent, un homme qui a été peu présent finalement de votre enfance. Vous racontez finalement comment cet adulte qui s'intéresse à vous au départ, eh bien cela vous a charmé, Vanessa Springora. Oui, bien sûr, pour qu'une histoire de ce type puisse se produire, il faut un certain nombre d'éléments, et notamment il y avait effectivement chez moi un manque paternel assez criant, mais il y avait aussi une grande solitude. J'avais une mère qui était très prise par son travail, qui m'élevait seule, qui m'a élevée aussi dans ce milieu littéraire. Donc je côtoyais des écrivains depuis la naissance, je suis une enfant de la balle de l'édition, on va dire, et j'en ai gardé aussi de très bons souvenirs avec des rencontres merveilleuses, mais malheureusement il y a eu cette mauvaise rencontre. Voilà, mais il fallait un certain nombre de conditions préexistantes, le fait d'être aussi très attiré par les livres, la littérature, d'avoir magnifié toute mon enfance la figure de l'écrivain, et en l'occurrence là il s'agissait de quelqu'un qui avait une notoriété très importante dans les années 80, qui passait dans beaucoup d'émissions littéraires, qui avait son portrait dans les librairies que je fréquentais, enfin voilà, qui avait cette notoriété, cet ascendant d'adulte. Il était beaucoup plus âgé que mon père, hein. Il avait 50 ans à l'époque quand j'en avais 14. Donc c'était à la fois un adulte d'âge déjà mûr, on peut dire, et puis quelqu'un qui avait l'aura de l'artiste. Et pour moi, petite fille et adolescente qui était très littéraire, très attirée par cet univers, j'avais déjà très envie d'écrire à l'époque. C'était une figure forcément fascinante. Ce qui veut dire qu'à l'époque, pour vous, un écrivain ne pouvait pas être un homme méchant, Vanessa Springora? Oui, alors là, c'était totalement impensable pour moi. Impensable qu'un adulte qui déclare son amour et qui est par ailleurs un artiste et, comme le disent les intellectuels de l'époque, un grand écrivain, oui, c'était impensable pour moi qu'il puisse me faire du mal. D'ailleurs, c'est une fiction à laquelle beaucoup de gens ont cru autour de moi. Il a vraiment essayé de faire passer cette histoire pour une histoire d'amour, comme il continue à le faire aujourd'hui. Mais malheureusement, je crois que si mon amour à moi était d'une sincérité absolue, le sien est entaché quand même de soupçons. Enfin, je pense que les écrits que j'ai découverts plus tard dans son œuvre montrent que il s'agit de tout à fait autre chose que d'amour, en ce qui le concerne. Quand vous le rencontrez, vous êtes en train de lire Eugénie Grandet, et vous êtes encore une enfant, Vanessa Springora, et c'est seulement après avoir été charmé par cet homme que vous avez commencé à le lire. Oui, alors j'avais commencé déjà à lire quelques-uns de ses livres, puisqu'il faut savoir qu'il y a toute une partie de son œuvre, notamment ses romans, qui sont tout à fait lisibles et irréprochables. Et puis il y a une autre partie plus sombre qui est son journal intime qu'il a publié pendant 30 ans, et quelques essais qui sont des pamphlets, notamment un pamphlet qui s'appelle Les moins de 16 ans, qui n'est pas seulement un pamphlet d'ailleurs, qui est presque, on pourrait dire, un mode d'emploi pour pédophiles, où il explique comment il doit organiser la chasse aux gosses, qui doit rester un sport périlleux et défendu, comment il choisit ses proies dans des familles toujours désunies et chaotiques. Enfin, c'est de cet ordre-là, qui est un livre qu'il avait écrit dans les années 70, qu'il m'avait rigoureusement interdit de lire et que j'ai fini par trouver dans sa bibliothèque et lire pendant que je vivais cette relation avec lui, oui. Et ce que vous réalisez à ce moment, Vanessa Springora, c'est que l'enfant que vous êtes n'est pas un enfant aimé en tant que personne, mais en tant quasiment que catégorie. Oui, c'est très juste. Non seulement je prends conscience de ça à ce moment-là, que c'est pas moi qu'il aime, c'est ce moment de l'adolescence, ce moment très éphémère qui est évidemment appelé d'ailleurs à se terminer assez vite, et qui est
une enveloppe charnelle, un corps d'adolescent. C'est ça qu'il aime chez moi, bien évidemment. Mais alors, on se dit comment cela se fait-il qu'il n'y ait pas eu des signaux d'alerte de votre mère, de votre père, alors père absent, mère, je vais vous laisser d'ailleurs utiliser le terme qui vous paraît adapté, Vanessa Springora. Non, il y a eu quelques alertes, pour être tout à fait honnête, et je l'écris dans mon livre. Il y a une personne qui a écrit une série de lettres anonymes qui ont été envoyées à la brigade des mineurs à l'époque, mais qui sont restées sans suite. Et ma mère avait employé le mot pédophile à son égard dès la première fois, enfin quand je lui ai annoncé qu'il m'avait écrit, qu'on s'était donné rendez-vous et que cette histoire avait commencé. Mais je l'ai pas prise au sérieux parce que j'étais une adolescente un peu rebelle à ce moment-là et que ce mot me paraissait ne pas correspondre à ce que j'étais en train de vivre puisque j'étais dans cette période de l'adolescence où on a tendance à se croire déjà adulte. Et donc je ne me reconnaissais pas dans le statut d'enfant et le terme pédophile pour moi était associé à l'enfance. Donc ce serait faux de dire qu'il n'y a eu aucune alerte. En revanche, il n'y a eu aucune tentative finalement pour mettre fin à cette histoire. Et c'est vrai que j'allais au lycée, d'abord au collège puisque j'étais en 4e quand on s'est rencontrés. Il venait tous les jours me chercher à la sortie du collège. Personne n'a jamais réagi à cette présence un peu étrange de cet homme qui venait chercher une très jeune fille de 14 ans au collège. J'ai été hospitalisée à ce moment-là parce que j'ai eu des problèmes de santé. Personne à l'hôpital ne s'est étonné aussi des visites quotidiennes de cet homme à mon chevet. Même la police pire que ça, d'après ce que vous racontez dans votre livre, Vanessa Springora. Oui, alors je raconte qu'effectivement j'ai subi une intervention gynécologique à l'occasion de ce séjour à l'hôpital, mais je pense que le gynécologue à sa décharge n'était peut-être pas au courant parce que c'est des services différents. Moi, j'étais dans un service d'infectiologie. N'était peut-être pas au courant que cette personne venait tous les jours me rendre visite. Ça, à sa décharge, je ne peux pas être sûre qu'il était au courant. En tout cas, je lui ai expliqué les problèmes que j'avais, que mon corps se refusait en fait. Mais vous étiez toute jeune, il aurait pu... je ne sais pas. Oui, j'avais 14 ans et effectivement, il a cru... Enfin, il a pensé m'aider, je crois. Ça paraît effarant aujourd'hui, je le sais, hein, c'est pour ça que je l'écris, parce que moi-même, qui suis mère aujourd'hui, ça me paraît tout à fait monstrueux. Mais à sa décharge, je ne suis pas sûre qu'il avait conscience de ce qu'il était en train de faire, ce gynécologue, à ce moment-là. Et oui, parce que malgré tout, on voit, alors il y a l'aura littéraire de cet homme, de cet écrivain Gabriel Matzneff, comme vous le racontez dans Le Consentement, Vanessa Springora, mais à côté de ça, il y a quand même beaucoup de gens qui ont la tête sur les épaules et qui se disent que tout ça est parfaitement anormal. Je suis pas sûre qu'il y ait eu tant de gens que ça, en tout cas. Vous dites un passant, vous dites il y a... à partir d'un moment, ces lettres anonymes et du coup la brigade des mineurs qui entre en ligne de compte. Tout ça pour dire que on ne peut pas imaginer, je parle pour les jeunes qui nous écoutent, que à l'époque c'était perçu comme étant tout à fait normal et finalement une situation parfaitement anodine. Oui, si ce que vous voulez dire, c'est qu'on peut pas généraliser à l'échelle de toute cette époque, des années 80, un esprit totalement libertaire et débridé qui aurait autorisé ce type de relation entre une mineure et un adulte particulier d'ailleurs, parce que c'est pas n'importe quel adulte, c'est quand même quelqu'un qui avait déjà donc écrit des textes très militants, donc il y avait aucun doute sur sa nature. Mais effectivement, moi, c'est vrai que sur ces regards, je les ressentais dans la rue, mais je n'y ai pas vraiment pris garde parce que mon propre entourage, en revanche, était tout à fait complaisant à l'égard de cette relation. Et dans ces cas-là, on fait plutôt attention aux gens qui vous entourent. Mais... Votre père se met en colère lorsqu'il apprend votre liaison avec Gabriel Matzneff, mais cette colère, semble-t-il, ne débouche sur rien? Non, sur rien. Il a menacé de porter plainte, mais il l'a jamais fait. De toute façon, les quelques alertes qu'il y a eu comme ça dans mon entourage n'ont jamais été suivies d'actes. Je pense qu'il y a une sorte d'accoutumance, finalement,
Pour certaines personnes, il s'agissait de complaisance. Pour d'autres, il s'agissait simplement on passe vite à autre chose. On se dit c'est une histoire comme ça doit être une histoire d'amour puisqu'elle la vit, puisque personne ne dit rien autour d'elle, c'est que finalement il y a rien de grave. C'est difficile de me mettre à l'intérieur de l'esprit des gens autour de moi de cette époque. J'ai pu en parler avec ma mère, par exemple, qui elle est vraiment dans le regret aujourd'hui de ne pas avoir été plus loin, de ne pas avoir été beaucoup plus interventionniste. Mais elle, effectivement, était dans un état d'esprit qui ressemblait à celui de la fin des années 70, qui était « il est interdit d'interdire ». Et elle le regrette aujourd'hui. Mais... Attendez, moi je vous ai coupé. Elle a quelques petits moments de lucidité. Oui, elle a des moments de lucidité, mais elle est surtout dans la crédulité face à lui, comme beaucoup de gens étaient charmés par sa personnalité. De la même manière, il lui a promis qu'il ne me ferait jamais de mal. Il lui a dit qu'il m'aimait, et elle l'a cru sur le moment, elle lui a fait confiance. Et lorsque vos yeux se dessillent, puisque finalement c'est vous qui avez fait le travail consistant à découvrir qui était cet homme, vous le lisez, vous découvrez qu'il ne vous aime pas uniquement vous, mais qu'il a également recours à des petits-enfants, à des prostituées, à des âges vraiment de petits-enfants. Et là, vous avez soudainement la nausée. Oui, c'était exactement ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, je me suis identifiée et je me suis aperçue que eux et moi, ces très jeunes enfants de 11, 12 ans dont il parle dans son journal, qu'il va payer à Manille pour avoir des relations sexuelles avec eux, en essayant de faire croire là aussi encore que ce sont des histoires d'amour ou d'amitié, ou même qu'il leur rend service en leur glissant un billet de banque dans la poche, comme il l'écrit. Je me suis sentie tout à fait solidaire d'une certaine manière, et j'ai compris que la manipulation dans laquelle j'étais tombée, j'étais face à quelqu'un qui était un prédateur, et pas comme il le racontait, un amoureux des enfants, mais un chasseur. Ce qui est terrible, c'est en fait quand on vous lit Vanessa Springora, on se dit que c'est à ce moment-là que vous êtes découverte enfant, parce que il y a eu une sorte de solidarité avec ces enfants, qui le payaient, quoi. Oui, mais ça a été extrêmement violent, parce que c'est le moment où j'ai commencé à lui demander des comptes. Il m'avait interdit de lire ses livres. J'ai fini par braver l'interdit. Et à partir de ce moment-là, notre relation est devenue extrêmement violente. Et j'ai eu un mal fou à m'en dépêtrer. Ça a été des mois et des mois de querelles incessantes. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a essayé de me faire passer pour une fille jalouse, une fille hystérique, une folle, comme il le fait d'ailleurs de tous les personnages féminins qu'on retrouve dans son journal. C'est toujours la même structure, hein. Il y a toujours une rencontre merveilleuse, une grande histoire d'amour, et puis tout d'un coup un brusque changement, et qui correspond à cette prise de conscience. Le tête-à-tête. Frédéric Tadei, Gabriel Matzneff. Il a mauvaise réputation, mais son casier judiciaire est vierge. Il est obsédé par l'amour, la beauté et la mort. Il est l'auteur de l'Archimandrite, de Vénus et Junon, des moins de 16 ans, de la Passion Francesca, du Sabre de Didier. Il a été l'ami de Monterland, d'Hergé, de Sioran et un habitué de la piscine de Ligny. François Mitterrand lui a dit qu'il était le Drieux-La Rochelle de sa génération. Bonjour Gabriel Matzneff. bonjour Frédéric Tadei. Est-ce que c'était un compliment à votre avis de la part de François Mitterrand? Absolument. Est-ce que ça n'était pas une façon de vous dire que vous n'auriez plus le choix à la fin qu'entre le suicide ou le poteau d'exécution?
Ah, c'est possible, mais ce n'est pas antinomique, c'était un compliment et je vous dirai pourquoi, j'en ai la preuve. Mais pourquoi il m'a dit cela? Non, moi je pensais peut-être d'abord à une certaine ressemblance physique. Drieux et moi, on a les yeux bleus, on a un crâne jeune, on a déjà commencé à perdre nos cheveux et nos illusions assez tôt. Et tous les deux, on était obsédés par le suicide. Mon premier texte que j'ai écrit avant mon service militaire, c'est un essai sur le suicide chez les Romains, qui a été recueilli dans mon premier livre, Le Défi. Donc, il y avait à la fois une ressemblance, puis un côté un peu, disons, comme on dirait aujourd'hui, d'une manière schématique et un peu ridicule, dandy, un côté comme ça, nonchalant et passionné à la fois. Voilà, donc il y a ce mélange peut-être de vagues ressemblances physiques, et on est tous les deux très jolis garçons. Enfin, Drieux l'était, moi je le suis encore. Mais comment êtes-vous sûr que c'était un compliment, puisque vous m'avez dit, j'en ai eu la preuve? Eh bien, parce que je vais vous dire, et je donne même la date, c'était à l'automne 1972. J'avais décidé de divorcer de ma jeune femme. Et donc, Mitterrand n'était plus ministre, mais il avait été ministre de l'Intérieur, de la Justice aussi, de la Justice. Pendant la 4e République. Pendant la 4e République. Et je voulais lui demander des conseils, parce qu'à l'époque, c'était avant la réforme de 73, vous savez, les réformes de Giscard sur le divorce, Par consentement mutuel, ce qui n'existait pas. C'était très compliqué. Donc, si ma femme avait été de mauvaise volonté, ça aurait été très compliqué. Donc, Mitterrand m'a invité à déjeuner rue Guinemer pour me donner des conseils. Et à un moment, et ça a coïncidé, c'était septembre 72, ça a coïncidé avec le suicide de Monterland. Et Monterland m'a accueilli en déjeuner, il y avait, je crois, un de ses fils et sa femme, c'était un déjeuner tout à fait intime. Et Monterland m'a accueilli en disant « Ah, mon cher Gabriel, vous êtes triste, je sais que vous êtes triste, mais savez-vous que moi aussi je suis triste? Que voulez-vous? Monterland, Drieux-La Rochelle, maintenant tous les maîtres de ma jeunesse sont morts. » Et c'est une phrase que j'ai notée immédiatement dans mon journal de cette époque, qui d'ailleurs, vous avez cité le titre, c'est Vénus et Junon. Ça correspond à... ah non, j'ai dit des bêtises, c'est pas Vénus et Junon, j'étais pas encore marié. Non, c'était après, c'est dans Élie et Phaéton. Voilà, enfin c'est le journal 72 où je note cette phrase. Vous voyez, Monterland, Drieux-La Rochelle, maintenant tous les maîtres de ma jeunesse sont morts. C'est une belle phrase pour le chef de la gauche. Magnifique. Gabriel Matzneff disait que vous étiez obsédé par l'amour, la beauté, la mort. J'aurais pu ajouter par la franchise, le détail intime de votre existence. Certains ont dit que c'était du narcissisme d'ailleurs. Et Dieu sait si ça vous a coûté cher d'ailleurs, on en reparlera. D'avouer comme ça en permanence tout ce dont vous étiez capable. D'abord, le narcissisme, le goût... on ne peut aimer les autres que si on s'aime soi-même. Hein. D'ailleurs, c'est l'enseignement du Christ. Aime les autres comme toi-même, ça signifie d'abord commence par pour aimer, être capable d'aimer les autres, c'est ne pas. Il faut d'abord s'aimer soi-même. Et puis pour un artiste, d'abord un écrivain, un peintre, un musicien, un compositeur est nécessairement narcisse. Le mot narcisse, le narcissisme devient péjoratif si l'obsession de votre moi vous empêche d'observer le monde extérieur, d'observer les autres. Moi, ça ne m'a jamais empêché. Je suis un grand observateur de. Alors, on dirait l'égotisme à la Stendhal. Oui, on fait l'égotisme ou le narcissisme, enfin, sans donner à ces mots une nuance péjorative, car dans mon travail d'écrivain, il y a moi, mais aussi tout ce qui m'entoure, mes maîtresses, mes amis, le monde, il y a beaucoup de choses. Et donc, voilà, mais j'ai oublié une partie de votre question. Je disais que vous aviez toujours été obsédé par l'amour, la beauté et la mort. Est-ce qu'on peut rajouter la franchise que certains qualifient de narcissique? Voilà. Non, d'abord, l'amour et la mort, ce sont les grands sujets. Ce sont les grands sujets des poètes, des philosophes, de chaque être humain. C'est l'amour et la mort. Il n'y en a pas d'autres de grands sujets. Et la beauté, alors... Ça, la beauté, si ensuite, moi avec ma plume, un autre avec son pinceau et un troisième avec la gamme est capable de créer de la beauté, c'est notre but. Nous sommes sur Terre pour créer de l'amour et de la beauté. Vous avez raison, c'est le seul but de la Terre, c'est de créer de la beauté, enfin du passage si bref que nous avons à faire. Ou de la célébrer. Ou de la célébrer, et un écrivain la célèbre dans ses livres, évidemment. Et oui, naturellement. Et la franchise, oui, parce que je crois que
précisément parce que nous n'avons que quelques instants à passer sur cette terre, parce qu'entre nous soit dit, même une vie de Mathusalem, c'est une allumette qu'on craque dans la nuit. C'est très bref, une vie humaine. Eh bien, on n'est pas là pour ramper et pour avoir peur. On est là pour marcher droit et dire ce qu'on a sur le cœur et d'attraper la vie à pleines dents, n'est-ce pas, de mordre comme dans une belle pomme bien rouge. Donc la franchise, un être humain sans franchise est une œuvre qui n'est pas franche, une œuvre fabriquée. Vous voyez, une œuvre fausse, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Tolstoï disait « Les seuls livres qui valent d'être lus et d'être écrits sont ceux que l'on écrit avec le sang de son cœur. » Et moi, je le pense profondément. Et tous mes livres, c'est aux autres de dire leur qualité littéraire, esthétique, de discuter la qualité de la langue que j'écris, etc. Mais ce que je peux dire, c'est que tous mes livres sont sortis de mes tripes, de mon cœur, de ma sensibilité. Et je pense que c'est quand même une qualité. Y compris vos critiques de télévision, Gabriel Mazza, puisqu'elles viennent toutes d'être réunies dans un livre intitulé « La séquence de l'énergumène ». Vous avez été critique de télévision à combat de 1963 à 1965. Alors vous l'avez intitulé « La séquence de l'énergumène » parce que l'énergumène c'était vous, hein, c'est l'un des patrons de l'ORTF de l'époque qui avait dit « Il faut museler cet énergumène ». Donc vous l'avez... À l'époque, en fond, il y avait deux grandes critiques de télévision. Il y avait François Mauriac qui l'avait fait à l'Express puis au Figaro littéraire, et puis il y avait vous à combat. À la différence près que Mauriac était octogénaire, on a beaucoup à ce moment-là célébré ses 80 ans, et il était à la fin de sa vie, et moi, c'était après mon service militaire, je n'avais publié encore aucun livre, et j'étais à l'orée, sinon de ma vie, en tout cas de ma vie littéraire, de ma vie de travail. J'entrais dans la vie adulte, dans la vie professionnelle. Oui, donc... justement, avant la séquence de l'énergumène, il y a eu la séquence du service militaire, mais je dirais il y a la séquence du riche héritier qui ne rêve que de concours d'équitation. J'aimerais que vous me disiez un mot de ce riche héritier que vous avez été. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout à coup le riche héritier a arrêté le cheval? J'appartenais à ce qu'il était convenu d'appeler, je pense qu'on l'appelle toujours comme ça, plus ou moins la jeunesse dorée. C'est-à-dire que j'avais une vie de collégien et de lycéen normal, mais j'avais des chevaux, j'avais une écurie de concours hippique, j'avais effectivement un palefrenier, enfin j'avais une vie agréable. Disons que je n'étais pas obligé de me soucier très bien de qu'est-ce que j'allais faire quand je serais grand. Et je me voyais très bien travaillant dans le milieu cheval, élevant des chevaux. D'ailleurs, j'ai élevé des chevaux, je les ai montés en concours hippique, je faisais beaucoup de concours hippiques. Donc, c'était une vie aussi. Il y avait des professionnels de ça. Il y a des gens comme les noms ne diraient rien aux auditeurs, mais enfin, c'est des cavaliers qui ont été célèbres. Des gens comme Jean d'Orgex, comme Georges Calmont, comme le comte de Maillet, comme Roland de Maillet, qui étaient des gens qui faisaient rien d'autre que de monter à cheval dans leur vie, mais en même temps, ils gagnaient leur vie avec ça. Donc, je me voyais très bien. Et puis, bon... Après, je ne veux pas raconter l'histoire de famille, c'est vrai, la famille... Moi, si vous me mettez sur le thème de la famille, je pense beaucoup de mal à la famille. Je sais que dans ces périodes électorales, tout le monde, le pape et les bouffeurs de curés, les gens de gauche, les gens de droite, tous se mettent à faire l'éloge de la famille. Ah, la défense de la famille, c'est... Moi, je trouve qu'on en fait trop. Mais je me tiendrai la bride courte parce que je suis comme un France Culture, donc je suis surtout un dimanche, n'est-ce pas, jour familial par excellence, jour du déjeuner de famille. Je ne vais pas dire du mal à la famille, mais disons que je trouve qu'on en fait un peu trop. Non, ma famille, on avait de l'argent, puis on a cessé d'être. Moi, j'ai quand même une vie en dents de scie, parce que quand j'étais chez les Jésuites, et j'allais à Saint-Louis-de-Gonzague, et à l'époque, j'habitais rue de l'Université. Il y avait des beaux meubles, et puis j'étais demi-pensionnaire. Donc le matin, je partais d'un appartement à l'université avec plein de beaux meubles, et je rentrais le soir, il n'y avait plus un seul meuble parce que les huissiers avaient tout saisi. Donc bien avant l'âge adulte, j'ai eu des dents de scie comme ça dans ma vie financière. Vous savez, je suis d'origine russe, et l'immigration russe, l'immigration, on l'appelait les Russes blancs. C'est la génération de mes grands-parents et de mes parents. C'était un milieu quand même très bohème, c'était pas quand même la bourgeoisie française très sérieuse. Les gens avaient des vies très chaotiques, disons. On a l'impression encore aujourd'hui, les Russes, on a l'impression que l'avenir pour eux n'existe pas. Mais vous savez, je vais vous faire une confidence, c'est que l'avenir n'existe pas. C'est que l'avenir, il n'y a que les hommes politiques qui parlent de l'avenir. Mais dans la réalité, qu'est-ce qui existe? C'est le passé, c'est-à-dire
tout ce que nous avons vécu, vous et moi, et ceux qui nous écoutent en ce moment, jusqu'à aujourd'hui, à la minute précise où je parle, et déjà ce qu'on a dit il y a 2 minutes, c'était déjà le passé. Donc il y a le passé, il y a l'instant présent qui meurt, qui devient du passé à chaque instant, à chaque fraction de seconde, et puis c'est rien, c'est tout. L'avenir, c'est une possibilité, c'est comme l'existence de Dieu. Peut-être que Dieu existe, peut-être que l'avenir existe, mais enfin on n'en est pas sûr. On n'en est pas sûr. Donc pour moi, j'aime pas parler d'avenir, ça m'intéresse pas l'avenir. C'est même un mot qui m'est désagréable. Alors parlons un peu de télévision, puisque vous l'avez regardé pendant 2 ans, entre 1963 et 1965. Ça donne un livre très très drôle, La séquence de l'énergumène. On pense souvent tellement de mal de la télévision aujourd'hui, avec l'audimat, la concurrence, qu'on a pris l'habitude de parer la télévision d'autrefois de toutes les vertus. Or, vous détestez la vertu, hein, Gabriel Matzneff, et vous détestez la télévision d'autrefois. Ça a été un calvaire de la regarder. Vous la regardiez même pas chez vous, vous l'aviez pas? Non, je l'avais pas. J'avais pas de téléviseur. Chapier, c'était bon. Il faut quand même dire. Chapier qui dirigeait les pages de combat. Les pages de spectacle, de combat, les pages artistiques. Maintenant, on dit culturelles. Mais à l'époque, je crois qu'on disait les pages artistiques, c'est-à-dire la littérature, le cinéma, l'opéra. Enfin, et Philippe Tesson, qui était rédacteur en chef, et Henri Smadja, le directeur de combat que tout le monde appelait papa. Et bon, ils ont décidé, moi j'avais du mal à boucler les fins de mois, et Chapier a inventé cette chronique pour moi. Mais je n'étais pas du tout préparé à ça. Mais en même temps, j'ai accepté avec joie, ça m'amusait beaucoup. Donc, c'était pas un calvaire. Mais ce qui était embêtant, à l'époque, il n'y avait pas des émissions tellement le matin ou l'après-midi. Ça commençait plus tard le soir. Donc, c'était l'heure où moi, je sortais dîner. Donc, il fallait, à l'heure du dîner, il fallait bien un peu regarder les émissions de télévision. C'était très embêtant. Il fallait que je trouve quelqu'un qui m'invita à dîner. Et ensuite... qui vous laisse regarder la télé. Moi, c'était en général chez des amis intimes. On pouvait même le regarder ensemble. Donc, c'est pour ça que très vite... la télévision n'est devenue qu'un prétexte et que je me suis mis à parler des sujets qui m'intéressaient. Oui, on va en parler d'ailleurs, on va en parler. Mais restons un peu sur la télévision, celle de Guy Lux et de Zitrone. Ben, je dois dire que d'abord, c'était une chaîne. À l'époque, c'était le noir et blanc. J'ai rien contre le noir et blanc, qui est d'une très grande beauté. Le noir et blanc, ça peut être très très beau. Donc, c'est pas en soi. Mais il y avait le noir et blanc, une seule chaîne, qui était une chaîne d'État. Et c'était quand même, comme vous dites exactement, c'était même le règne de Zitrone et de Guy Lux, qui étaient sans doute dans leur genre des moins professionnels. Mais moi, c'était un univers qui n'était pas du tout le mien. Moi, je sortais d'une adolescence un peu rêveuse, survoltée. Mes héros, c'était Byron, c'était Nietzsche, c'était Baudelaire. Je veux dire que cet univers... vous le qualifiez de vulgaire. Pour vous, c'est une entreprise d'abêtissement, la télévision, un instrument de propagande. De desservelage. Voilà. Est-ce que vous n'êtes pas trop sévère? Quand vous êtes relu au moment de réunir toutes ces chroniques, vous n'êtes pas trouvé sévère? Je veux dire, c'est un florilège, parce que c'est un florilège. Il y en a que vous avez retiré, vous voulez dire? Oui, autrement ça aurait fait un livre de 2000 pages. Là, ça fait déjà un joli livre, et puis j'ai gardé ce qui était... mieux, enfin ce qui était le plus vif, parce qu'il y a comme ça des chroniques qui étaient, vous savez, on est plus ou moins inspirés. Mais non, je ne crois pas être trop sévère, parce que je crois que les gens, si on leur donne trop d'occasions de ne pas penser par soi-même, Nietzsche disait même, alors, il s'agissait pas de télévision, Nietzsche dit que le matin, quand on se réveille dans la fraîcheur avec de l'aurore, eh bien, prendre un livre et commencer à s'enfoncer dans les pensées d'un autre, c'est un crime, n'est-ce pas? Le matin, il faut penser par soi-même. Et si vous voulez, des gens qui sont tout le temps devant leur poste, ou d'ailleurs devant leur écran d'ordinateur aujourd'hui, ça n'a pas changé. À l'époque, il y avait une chaîne unique, mais maintenant, il y a 600 chaînes, je sais pas, quelqu'un qui a des bouquets, etc. On peut aller sur la planète entière en permanence. Il y a l'Internet et tout. Mais ça peut être un instrument de libération, mais c'était peut-être aussi un instrument de descervelage. Et c'est comme moi, j'adore le bon vin, mais il ne faut pas sombrer dans l'ivrognerie. Une grande bouteille, c'est une joie, une preuve de l'existence de Dieu, un grand vin. Mais si on devient complètement à quatre pattes, on est beurré comme une huître dès le matin, c'est pas ça. Donc il y a un usage raisonnable.
Et moi, j'avais l'impression que ces jeux, tout ça... Les variétés. Les variétés, écoutez... Interville, tout ça, ça alors, Interville, cela dit, il y a une page où je rends hommage à Interville. Pour le dernier Interville, je me force à le regarder. Parce que peut-être avant j'en disais. C'est l'influence de François Mauriac, peut-être, qui lui adorait Interville. Il trouvait que c'était la France. François Mauriac. Oui, mais François Mauriac était un très vieux monsieur. Il sortait plus de chez lui. Et il le dit d'ailleurs noir sur blanc. Je cite cette phrase dans mon livre. Il dit, pour moi, c'est un moyen inespéré de rester en relation avec les gens d'aujourd'hui. Il exagérait un petit peu parce qu'il n'habitait pas au Moatos. Il habitait dans le 16e arrondissement, près de l'église d'Auteuil. C'était quand même pas la forêt amazonienne. Mais enfin, ce que vous faites remarquer, pardon de vous interrompre, mais c'est la suite de ce que vous venez de dire, Gabriel Matzneff. Ce que vous faites remarquer, c'est qu'avec la télévision, on va tous devenir des voyeurs, un peu comme François Mauriac va devenir le voyeur d'un monde qu'il fréquente de moins en moins, c'est dû à son grand âge. On devient des voyeurs, on prend l'habitude d'être spectateur de tout, de regarder le sport. Par exemple, le sport s'invite chez les gens et on prend l'habitude de regarder le sport et de ne plus en faire. Voilà, c'est ça, voilà, c'est exactement ça. Le risque de voir les autres dévaler les skieurs qui font du ski, les gens qui font l'amour, parce que maintenant les films modernes, à peine au bout de 2 minutes, tout le monde est à poil et tout le monde se fait des galipettes sur le canapé, ou alors c'est un danger, ou même les gens qui ne vont plus à la messe, mais ils regardent la messe le dimanche parce que c'est comme ça ils peuvent rester au lit en mangeant leur croissant et voir la bénédiction du pape Urbi et Orbi à midi pile à Place Saint-Pierre. De temps en temps, on peut effectivement regarder un match de rugby et regarder la bénédiction du pape. Mais enfin, il vaut mieux quand même, si on est croyant, aller à l'église, et si on est sportif, taper soi-même dans un ballon. C'est plutôt ça. C'est le fait que... Moi, oui, j'ai été un cavalier, vous l'avez dit tout à l'heure, mais du jour, et avec passion, depuis mon enfance jusqu'à quasiment mon entrée dans l'âge adulte. Mais quand j'ai eu, c'est pour des raisons que vous avez dit tout à l'heure, de financières, j'ai plus pu avoir des chevaux, j'ai dû renoncer au concours hippique. Je n'ai plus mis les pieds dans un concours. Être spectateur, non seulement ça ne m'intéressait pas, mais je suis sûr que ça me serait atrocement pénible. Et même encore aujourd'hui, je vous le jure, Tadei, que c'est la vérité du bon Dieu, quand je à la télévision et que je vois un concours hippique, brusquement, je zappe. Parce que j'ai tellement aimé le concours hippique, j'ai tellement aimé les chevaux, qu'être là assis sur mon cul et voir les autres en faire, ça me fout mal au cœur. Vous écoutez le tête-à-tête de Frédéric Tadei. Gabriel Matzneff, dans la séquence de l'énergumène, entre 2 émissions de télé, donc dans Combat à l'époque, vous vous racontiez, vous n'avez jamais pu vous en empêcher dans vos chroniques comme dans vos livres. Et par exemple, vous parlez tout le temps de la Russie. On le sait, vous venez d'une famille de Russes émigrés après la révolution de 1917. Moi, je suis né en France. Oui, bien entendu. À Neuilly-sur-Seine. Mais la Russie est très présente. Et en particulier, ce qui est frappant, vous dénoncez l'URSS, son fascisme policier, à une époque où la France aimait bien l'URSS. Il faut bien le reconnaître. Les Français étaient plutôt avaient de la sympathie pour comment s'appelait-il, le successeur de Staline, pour Khrouchtchev, que tout le monde trouvait très sympathique. Vous, pas du tout. Vous dénoncez constamment le fascisme policier. C'est très curieux, car ce que vous me parliez, parce que car j'ai vu il y a quelques jours, il y a 2 jours, 3-4 jours, en avant-première, un film que Marek Alter a fait sur une république juive d'Asie, enfin de Sibérie. Et il y a un monsieur qui est interviewé, c'est un reportage, n'est-ce pas? Et ce monsieur dit exactement que sous Staline, il y avait encore des synagogues ouvertes, etc., mais que au moment de Khrouchtchev, il y a eu une persécution anti-religieuse, un renouveau de persécution anti-religieuse. Et c'est exactement, moi, quand j'ai vu le film de Marek, ça m'a frappé parce que c'était exactement ce que j'ai souvent écrit en 63, dans les années 60, alors que tout le monde en France et en Europe et aux États-Unis se réjouissait de ce que Khrouchtchev introduise un petit peu plus de libéralisme économique. Il allait à New York, il faisait des discours sur le maïs. Enfin, il y avait quand même une évolution. Les gens le trouvaient comme
comme l'incarnation de la déstalinisation, eh bien, il y a eu, et c'est d'ailleurs, on avait fait une réunion à la Mutualité avec François Mauriac à cette époque contre la persécution des chrétiens en URSS. C'est au même moment que la persécution de l'Église, qui s'était un peu calmée après la guerre, a redoublé de... Il y a eu 900 églises fermées en Russie, il y en avait déjà plus beaucoup d'ouvertes. Il y a eu 900 églises fermées dans le seul mois de janvier 1963. C'est incroyable. Et ça, à part moi dans Combat, il y avait un garçon qui s'appelait Bernard Fréron, je crois, ou Ferron, au Monde. Moi, je faisais des chroniques très polémiques. Bernard Ferron, d'une manière plus calme, donnait des informations. Là, vous parlez des gens de gauche. Il y avait des gens de droite quand même qui dénonçaient l'URSS. Ah non, mais là, je parle qui s'intéressaient vraiment. Les gens de droite qui intéressaient, vous savez, les gens de droite, les gens de gauche, à l'époque, la droite française était tellement manichéenne. Là où les Américains disaient oui, c'était bien. Là où les Américains disaient non, c'était mal. Un exemple typique aussi dont je parle, d'ailleurs, il y a une page sur cette question dans mon livre, Chypre. Parce que Chypre était soutenue par Nasser et par les soviétiques, la presse française de droite, je ne nommerai aucun journal, mais enfin c'était le journal que lisaient mes parents et que toute la bonne bourgeoisie bien pensante lisait, n'est-ce pas, et qu'elle continue à lire, je suppose d'ailleurs, était pour les Turcs. Parce que les Turcs étaient... Alors les Américains étaient pour les Turcs, dont toute la droite française se croyait de faire des éditoriaux pro-turcs. Et Monseigneur Makarios, qui était un type formidable, un des grands hommes d'État du XXe siècle, n'est-ce pas? Eh bien, la droite française... Donc, c'était des schémas. Oui, la droite tenait contre l'URSS depuis 1917, mais ça n'avait pas de poids, ça n'avait pas de... C'est pas tellement que c'était une question de droite ou de gauche, c'était que les gens se fichaient des persécutions des chrétiens. Nous étions orthodoxes. Moi, j'étais normal, étant un fidèle un peu turbulent, mais fidèle quand même de l'Église orthodoxe, n'est-ce pas, un peu spécial, si vous voulez. Mais, un peu spécial. Mais enfin, quand même, l'Église est faite pour les pécheurs. Hein, c'est pas vous qui me contredirez. Les saints, à la rigueur, peuvent s'en passer, mais c'est les pécheurs qui On va en venir à l'orthodoxie. Mais d'abord, un mot sur les États-Unis, parce que vous n'aimez pas plus, vous n'aimiez pas plus, et je crois que vous n'aimez toujours pas plus les États-Unis que vous n'aimiez l'URSS. Hein. Écoutez, vous avez toujours reproché la vulgarité des États-Unis, la déliquescence, l'impérialisme américain. Vous avez devant vous un zinzin d'Hollywood. J'ai été un McMahonien en culotte courte. J'ai appris... Les McMahoniens, il faut le savoir, hein, c'est ceux qui allaient au cinéma McMahon. Ah oui. Le McMahon et qui aimait le temple. Howard Hawks et Raoul Walsh. Raoul Walsh, Losey, et puis enfin, toute mon éducation a été faite au McMahon, pas simplement au McMahon, parce qu'il y avait aussi deux grands temples du cinéma américain, qui étaient le Napoléon, qui a disparu, qui était à l'angle de l'avenue des Grandes Armées et la rue de Tilsit, je crois, et puis il y avait le Monte-Carlo aussi, sur les Champs-Élysées. C'était des temples du cinéma américain. Donc, j'admire beaucoup le cinéma américain, je suis un grand cinéphile et très grand admirateur de tout un cinéma américain. Mais moins de la Maison-Blanche, quand même. Mais la politique étrangère des États-Unis est quand même quelque chose de catastrophique. Avant, on disait le gendarme de l'Europe, c'est au XIXe siècle, c'était Alexandre Ier, c'était Nicolas Ier, l'empereur, qui était considéré comme un monsieur très intéressant, l'empereur de Russie. Et au XXe siècle, c'était le GI, c'était le Marines, plus exactement le Marines, qui... avec cette espèce de bonne conscience de pasteur évangéliste qui pense qu'il faut rendre service. Alors, on va expliquer aux gens comment ils doivent gouverner, comment ils doivent se vivre. Maintenant, c'est arrivé ici. Maintenant, on nous explique ce qu'on doit penser, ce qu'on doit écrire, ce qu'on doit manger, ce qu'on doit fumer, et surtout ce qu'on ne doit pas penser, ce qu'on ne doit pas écrire, ce qu'on ne doit pas manger. Mais Napoléon a fait la même chose. Mais Napoléon, au XIXe siècle, nous étions simplement les plus nombreux. Ça nous a aidés. Nous, les Français, je veux dire. Staline aussi faisait la même chose, Hitler aussi. Mais un État démocratique n'a pas tellement à vouloir amener les gens au paradis malgré eux. Moi, je suis pas pour le dirigisme d'État. Je suis plutôt anarchiste de tempérament. Mais pour en revenir aux États-Unis, quand ils font des choses bien, je suis le premier à le reconnaître. Mais avouez qu'il y a quand même une façon, et quand même l'histoire récente, qu'il s'agisse de l'Irak ou de l'Afghanistan nous le rappelle,
sans parler de la Serbie et pour ne rien dire de la Libye, quand même, il y a une façon de vouloir imposer leur idéal de vie de pasteurs protestants, de quakers et de quakeresses à l'humanité entière, à la planète. Bientôt, ils iront, si on trouve des hommes sur la planète Mars, les Américains vont envoyer une délégation de quakers américains pour expliquer aux Martiens comment ils doivent faire l'amour, comment ils doivent penser, comment ils doivent voter. C'est un peu excessif, n'est-ce pas? Je pense que c'est excessif et que la politique étrangère, ce n'est pas imposer aux autres États notre manière de voir et de penser. Gabriel Matzneff, de toute façon, vous avez toujours été du côté des dissidents, quels qu'ils soient, et toujours. de quelque régime que ce soit. Toujours. Vous avez toujours de la sympathie pour les gens en prison. Toujours. Ah oui, alors là, les gens Quoi en qu'il prison... arrive, comme Alain Delon d'ailleurs, j'ai l'impression. Alain oui. Delon, pareil, il envoie des lettres dès que quelqu'un est en prison. Il a immédiatement de la sympathie pour la personne qui se retrouve derrière les barreaux. Je crois que vous êtes pareil. Il y a une lettre admirable de Tchekhov à son éditeur et ami Souvarine. Il lui écrit, c'était au moment de l'affaire Dreyfus, il lui écrit « Peu importe si Dreyfus est coupable, Zola a eu raison de le défendre. » Parce qu'on doit toujours défendre les gens qui sont en prison et il y aura toujours assez de juges en hermine et de gendarmes en uniforme. Nous devons toujours être du côté non pas des geôliers, mais des gens qui sont en prison. Et je comprends très bien que des intellectuels trouvent que la place de M. X ou de M. Y soit en prison. Mais dans ces cas-là, qui ne se manifestent pas. On ne doit pas, un écrivain, d'après moi, qui se manifeste pour dire bravo, applaudir quelqu'un qu'on met en prison, je trouve ça... excusez la familiarité du terme, dégueulasse. Je pense que si on approuve de mettre quelqu'un en prison, il faut rien dire, on parle d'autre chose, on parle du fond de l'air qui est frais, ou bien on parle d'autre chose. C'est pas la peine. Moi, je suis frappé de voir, notamment en France, le nombre d'écrivains, de confrères, qui par ailleurs sont des gens que je peux estimer sur le plan personnel, ou même être des amis, qui prennent parfois des positions de répression, approuvant, applaudissant le châtiment. Non, nous devons toujours, si nous nous exprimons, c'est pour défendre le prisonnier, même s'il est coupable. C'est les coupables qui ont besoin d'être défendus. Les innocents n'ont presque pas besoin d'être défendus. Même les coupables ont besoin d'être défendus. Gabriel Matzneff, c'est vrai que vous avez toujours dénoncé la répression. Vous-même, vous n'en avez jamais été victime. Vous êtes passé entre les gouttes, je le disais tout à l'heure. Moi, je suis un citoyen irréprochable. Vous avez une mauvaise réputation, mais un casier judiciaire vierge. Et pourtant, Dieu sait si vous avez été dénoncé, calomnié parfois. Vous avez été blanchi, d'ailleurs. Parfois, on a essayé de vous faire tremper dans des affaires très célèbres. Une fois, j'ai gagné un procès. J'ai fait gravement, sérieusement, grâce à mon avocat Thierry Lévy, n'est-ce pas, un grand avocat et un grand ami à moi, j'ai fait sévèrement, nous avons fait sévèrement condamner mon calomniateur. Non, mon casier est vierge, j'ai même jamais été présenté devant un juge d'instruction. C'est vous dire, je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Si, au cinéma, je vois ça dans les séries policières. Et vous n'en avez pas le regret? Vous avez tellement confessé de péché, vous attendiez un peu à être puni, peut-être? Ah, mais peut-être que je serai puni je serai au jour du jugement, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Non, mais je ne pense pas, parce que je pense que j'espère dans la bienveillance du Seigneur. Non, j'ai pas été... Non, je suis... Vous savez, quand on veut détruire un chien, on accuse de la rage, n'est-ce pas? C'est un proverbe bien connu. Et les gens qui, dans mes livres, affectent de ne voir que le côté scandaleux, sulfureux, n'est-ce pas? C'est le mot qu'on emploie en général. Voilà, c'est le mot sulfureux qu'on emploie, et qui, dans mes livres, ne retiennent, isolés de leur contexte, que certaines phrases, notamment dans mon journal intime. Vous savez, écoutez, dans un journal intime véridique, comme est le mien, je ne sais pas, c'est pas à me dire sa valeur littéraire, mais dans l'ordre de la véracité, c'est un journal véridique qui sort directement de ma plume et de mon cœur. Eh bien, il est certain que dans un journal comme celui-ci, il est facile d'extraire des passages scandaleux, des passages choquants, des passages qui peuvent vous faire passer pour un croque-mitaine. Mais c'est malhonnête quand même. C'est malhonnête de faire parce qu'une œuvre se juge dans son ensemble et il y a tellement d'autres choses dans mes livres que du soufre, n'est-ce pas? Justement, parlons-en, Gabriel Matzneff. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui d'avoir écrit Les moins de 16 ans?
qui est un livre que vous avez fait paraître en 1974, qu'on vous reproche encore aujourd'hui, que vous avez fait suivre ensuite par les passions schismatiques, par les amours décomposés, par votre journal intime, par des romans aussi. Par des romans comme la Passion Francesca, ça n'était pas un roman, c'était un journal. Livre du vin perdu. Voilà. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui, vous dites j'en ai trop dit? Je ne regrette rien, n'est-ce pas? Je suis comme Édith Piaf, n'est-ce pas? Non, rien de rien, je ne regrette rien. La meilleure preuve, c'est que Léo Cher, qui est l'éditeur de la séquence de l'énergumène, se dit par parenthèse, a réédité en 2005 Les moins de 16 ans et Les patients schismatiques, d'ailleurs, et qui sont 2 livres dont je trouve excellents. J'ai même fait une préface inédite pour cette nouvelle édition. Et ces 2 livres que je signerai aujourd'hui, il n'y a pas une virgule que je modifierai. J'en suis très content. J'ai dit la vérité. Vous vous y présentez comme un séducteur. On vous a fait passer pour un violeur. Oh non, ça, j'ai jamais violé personne et je n'ai d'ailleurs jamais été violé non plus. Non. Mais dès qu'on parle des adolescents, forcément, certains viennent dire, mais il n'y a pas de consentement. Que les gens lisent les livres. Je pense que les gens qui m'attaquent sur des sujets comme ceci, ils le font parce que c'est des sujets idéaux pour essayer de détruire quelqu'un, et puis ils n'ont pas lu. Les gens qui écoutez, je me souviens tellement de dîners où il y avait un type en général, c'est des bons hommes, les femmes sont plus fines. Un bon homme qui dit « Oh, Godard, je déteste Godard, c'est de la merde, le cinéma de Godard. Hein » Et quand vous lui demandiez « Mais monsieur, à quoi vous faites allusion? À quel film? À quel plan? À quelle séquence? À quoi ?» Il n'était même pas foutu de vous dire un titre d'un livre de Godard. D'un film de Godard, ils n'avaient pas lu. Alors, c'est comme les gens aussi dans les années 30 qui disaient que Picasso, c'était de la crotte de bique, ils étaient incapables ils n'avaient jamais vu une toile de Picasso. Non, les gens qui me critiquent, écoutez, que chacun ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Hein. Que tous ces gens tellement vertueux relisent les évangiles et qui s'abstiennent de juger leur prochain, que les gens... Vous m'excuserez de dire encore une phrase très familière, que les gens s'occupent de leur cul, n'est-ce pas, et pas du mien, qui me foutent la paix. Parfois, on est un peu obligé, quand on lit, par exemple, Calamité Tigab, un de vos journaux, on passe notre temps avec vos conquêtes, Gabriel mais c'est un journal intime. Voilà. Un journal intime, c'est la vie intime. Alors, je sais qu'il y a certains journaux intimes, 10 journaux intimes, où il s'agit, les écrivains parlent des conseils d'administration de Gallimard, ou de la vie littéraire, le prix Goncourt, le prix machin truc chouette, mon manuscrit a été refusé, mon manuscrit a été accepté. Bon, c'est des journaux littéraires, d'hommes de lettres. Moi, je ne suis pas un homme de lettres. Je vis ma vie le plus passionnément possible, et de ces passions et de cette espèce de vie, je nourris mes livres. Mais sinon, la vie littéraire, elle n'est presque peu présente. En effet. En revanche, on est constamment avec telle jeune fille, puis telle autre, puis une troisième dans la soirée. Certains se sont même dit, est-ce qu'ils ne se vendent pas, toutes ces jeunes filles? Oui, je sais que non seulement ça a été dit, ça m'a même été écrit. Et alors, c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai mis en sûreté, dans un institut, tout ce qui, dans l'ordre des lettres d'amour, des photos, des billets, des documents de tous ordres, il y a toutes les preuves, justifie la véracité de chaque paragraphe, de chaque mot, de chaque virgule de mon journal intime. Et c'est pour moi très important. Vous voyez, je suis un grand admirateur de Casanova. Et Casanova, il y a encore... la grande passion de sa vie s'appelait Henriette. Mais cette Henriette, on ne l'a jamais identifiée, etc. Eh bien, il y a encore des gens qui doutent de l'existence d'Henriette, qui disent que Casanova était un hâbleur, un menteur. Cette Henriette n'a jamais existé. Mais il y en a même qui vont jusqu'à douter de la véracité de son voyage en Turquie, parce qu'il raconte qu'il a été en Turquie et il raconte ses amours, ses rencontres avec le sultan, etc. Enfin, une vie très somptueuse et amoureuse très brillante. Certains disent qu'il n'a jamais été en Turquie. Vous savez, de même qu'on l'a dit, pour ça, je crois que c'était vrai pour Chateaubriand. On a prouvé que certaines régions d'Amérique qu'il décrit dans les Natchez ou je ne sais où, il n'y a jamais été. Mais il l'a fait à partir d'un guide. Mais pour Casanova, moi, je pense qu'il y a été vraiment. Donc, je regrette qu'il n'y ait pas davantage. On aurait eu quelques documents prouvant que cette Henriette a bien existé, quelques lettres d'amour d'elle, par exemple, ou, je ne sais pas, un portrait. À l'époque, on faisait beaucoup de portraits au XVIIIe siècle. Donc, c'est un peu dans cet état d'esprit que j'ai mis en sécurité tous ces documents qui, après ma mort, les gens pourront, ceux qui
si après ma mort, des gens veulent bien s'intéresser à moi et écrire sur moi, je ne suis pas pressé, hein, mais enfin, ça viendra bien un jour. Et ils pourront vérifier que mon journal... Y compris pour écrire du mal, peut-être, Gabriel Matzneff, parce cas, qu'on vous reproche beaucoup de choses. Vous savez bien, si en plus vous avez préparé toutes les preuves, c'est encore pire. Oui, pas du tout. C'était des histoires d'amour magnifiques. Et les lettres, alors là, au contraire, je pense que ces lettres d'amour que j'ai reçues, que toutes les lettres d'amour que j'ai reçues seront le plus beau des plaidoyers en ma faveur aux yeux de la postérité. Pour ça, je suis bien tranquille. Mais je crois surtout que il faut quand même aussi dire qu'il y a beaucoup de gens qui m'aiment bien, qui me défendent bec et ongle. J'ai un tas de jeunes lectrices, de jeunes lecteurs, de lecteurs et lectrices moins jeunes qui m'aiment bien et qui m'estiment et qui ont mes livres dans leur bibliothèque et qui les lisent avec plaisir. Le tête-à-tête, Frédéric Tadei, Gabriel Matzneff. Gabriel Matzneff, vous avez fait quelques allusions à l'orthodoxie. Vous êtes toujours passionné pour les querelles dogmatiques, liturgiques entre l'Église orthodoxe et l'Église catholique romaine. Votre premier roman, c'était l'Archimandrite. Vous avez été à l'origine d'orthodoxie, qui était l'équivalent du Jour du Seigneur à la télévision à cette époque. On les appelle des querelles byzantines. D'ailleurs, je pense que vous n'aimez pas beaucoup le mot parce que on sent en vous lisant, y compris dans la séquence de l'énergumène, que tout cela a beaucoup d'importance pour vous. Ça m'intéresse. Moi, je trouve que la théologie, c'est aussi intéressante que la philosophie. D'ailleurs, longtemps, elle a fait partie de la philosophie, puisque dans toutes les universités, il y avait aussi des académies de théologie. Je pense que c'est aussi intéressant, et j'aime beaucoup la philosophie. Je suis un grand lecteur de Schopenhauer, par exemple, mais je pense que des grands théologiens, Saint-Augustin, par exemple, est aussi intéressant à lire. J'aime beaucoup l'Antiquité gréco-romaine païenne, j'aime beaucoup Sénèque, mais aussi j'aime beaucoup Saint-Augustin. Et je ne pense pas que quelqu'un qui aime la philosophie, qui aime, disons, la réflexion sur les idées, etc., puisse mépriser la théologie. Mais justement, à propos de l'orthodoxie, c'était un truc que je voulais, puisque vous me donnez l'occasion de le dire, c'était très intéressant. Parce que lorsque nous avons voulu créer, nous étions 3, pas très nombreux, à vouloir avoir une émission orthodoxe à la télévision française. Nous nous sommes rendus compte que si seuls les catholiques, les protestants et les juifs avaient une émission, c'est qu'ils étaient les seuls à exister légalement aux yeux du gouvernement français en vertu du concordat. Et moi, j'ai été surpris parce que je pensais que la fameuse loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905 avait mis tous les cultes sur un pied d'égalité, c'est-à-dire que l'État n'avait pas de lien particulier avec tel ou tel culte. C'est pas vrai, parce que malgré la loi, c'est intéressant, que malgré la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905, on était encore en système concordataire. Et c'est pour ça que nous avons eu du mal, mais nous avons argué. Alors la chance. Alors nous étions 3. Il y avait le père Pierre Struve, qui était un homme merveilleux, qui était un prêtre orthodoxe, médecin, qui d'ailleurs ensuite a trouvé la mort en 68 en allant voir des malades. Il y avait Constantin Andronikov, qui à l'époque était l'interprète du général de Gaulle. Et donc ça nous a beaucoup servi quand même, parce qu'il était comme une personnalité du Quai d'Orsay, Andronikov. Et moi, à combat, jeune blanc-bec, qui écrivait là-dessus et qui faisait... Pivot a écrit drôlement dans le journal du dimanche que je faisais du lobbying orthodoxe. C'est assez marrant, mais c'est un peu ça. C'était vrai. Justement, on s'attendrait plutôt à ce que vous auriez attendez, alors je finis simplement d'une phrase. C'est que finalement, nous l'avons obtenu en faisant valoir qu'il y avait des Français d'origine peut-être grecque ou russe, mais enfin très lointaine. Les Grecs sont là depuis 1800 et quelques. Enfin, il y avait des Français, surtout dans le Midi. Enfin, des Français d'origine étrangère peut-être, mais orthodoxes, bien français. Certains s'étaient même fait tuer en Algérie sous l'uniforme français. Enfin, il n'y a aucune raison qu'on soit traité en citoyen de deuxième classe. Et c'est grâce aux orthodoxes que nous avons percé ce mur du concordat et nous avons été les premiers. Et grâce à nous, plus tard, les musulmans et les bouddhistes ont pu aussi venir. Mais c'est grâce aux orthodoxes. Ce n'est pas assez dit. Et je trouve que dans les débats, on parle toujours
encore maintenant, quand les hommes politiques parlent de religion, ils font souvent allusion aux catholiques et aux protestants, mais quasiment jamais aux orthodoxes. Ils ont tort, car nous sommes là, messieurs, nous sommes là. À l'époque, d'ailleurs, on riait beaucoup de la religion. On était très sérieux quand on parlait de politique, Gabriel Matzneff, mais la religion faisait plutôt rire. Aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. On est très sérieux quand on parle de religion. En France, j'entends. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est un progrès? Non, c'est pas un progrès, parce que... non, c'est pas un progrès. C'est-à-dire que il y a des crispations dues à des raisons... les gens commencent à avoir un peu peur. Je pense qu'effectivement, quand les religieux se mettent à s'exprimer, ils peuvent légitimement faire peur. Enfin, certains d'entre eux. Il y a si tous les chrétiens avaient l'état d'âme de saint François d'Assise, tout le monde aimerait les chrétiens. Et si vous savez, il y a un très très beau livre de d'Erminghem, qui était un grand arabisant français, qui a écrit un livre magnifique qu'on devrait rééditer aujourd'hui et faire lire à tout le monde, les athées, les croyants, les jeunes musulmans, les jeunes chrétiens, les anticléricaux, les anti-musulmans. C'est un très très beau livre qui s'appelle Les Saints musulmans, et d'Erminghem, qui avait paru à la Baconnière, qui est une maison d'édition qui n'existe plus. Eh bien, les Saints musulmans, ce sont des figures admirables de l'islam, mais des figures à la Saint François d'Assise, à la Saint Séraphin de Sarov, c'est-à-dire des figures pleines d'amour du prochain. C'est un peu comme ce livre admirable des récits hassidiques de Buber, qui est le plus beau. Mais si vous connaissez des antisémites, il faut leur faire lire ce livre. C'est un livre mais magnifique, les récits hassidiques de Buber, qui eux sont toujours disponibles chez Plon, je crois. C'est un livre formidable. Et il y a dans toutes les religions, ce qui est beau dans le christianisme, ce qui est beau, c'est la sainteté. On parle, par exemple, vous parliez de la Russie, on a beaucoup parlé, notamment dans la presse de droite, d'ailleurs, on parlait des évêques proches du KGB, etc. Mais enfin, l'Église russe, pendant le XXe siècle, est l'Église qui a donné le plus de martyrs au Christ. Il y a eu plus de martyrs en Russie pendant les 70 ans de communisme qu'il n'y a eu pendant les 4 premiers siècles du christianisme dans l'univers entier. C'est peut-être parce que le Vatican avait plus envie de trouver des martyrs derrière le rideau de fer. Non, mais je veux dire que ce sont des chiffres. Là, je vous parle de chiffres. Il y a eu des gens qui ont été martyrisés pour leur foi. Non, donc, au lieu de... Là, parce que là, le Vatican, non, là, je parlais de l'Église orthodoxe. Je veux dire qu'on a beaucoup parlé des évêques, disons, soviétiques, qui étaient des alliés du KGB, etc. Mais on n'a jamais parlé, on ne parle pas assez des évêques qui ont été martyrisés, des évêques qui ont été des confesseurs de la foi, des évêques qui ont défendu le Christ et l'Église. Non. Moi, je pense que plutôt, c'est comme dans l'œuvre d'un écrivain, plutôt que de voir les pages scandaleuses ou les pages mauvaises ou les pages, je ne sais pas, qui donnent de lui une mauvaise idée, eh bien, dans l'Église, ce qui est intéressant, c'est de voir dans toutes les églises ce qui est beau, ce qui élève l'âme, ce qui enrichit le cœur. Il y a une face. C'est vrai, il y a des gens. Moi, j'aime admirer. C'est une qualité que j'ai. Je n'ai pas beaucoup de qualités, peut-être, mais celle-là, j'aime admirer. Et quand je découvre un livre, quand je découvre un film, je n'ai de cesse de le faire. J'adore admirer. J'adore dire bien des gens. Et vous avez remarqué qu'à Paris, en tout cas, je ne sais peut-être pas dans toute la France, mais à Paris, souvent, les gens aiment plutôt ricaner et dire du mal. Dans un dîner en ville, si vous voulez briller, vous n'allez pas dire, il faut commencer à démolir les copains, surtout si possible avec esprit, et leur on fait rire. Alors l'idéal, c'est de faire rire les gens. Mais bon, c'est un idéal, mais c'est pas le mien. Moi, je pense que admirer et voir les choses belles, c'est quand même plus créateur, plus fécond, et ça met de bonne humeur, n'est-ce pas? Alors, je suis pas du tout clérical et je peux être très bien anticlérical, mais moi j'aime bien dans l'Église voir la sainteté me paraît plus intéressante que l'Inquisition. Vous voyez, Gabriel Matzneff, on vous imaginerait plutôt tiraillé entre Dieu et Dionysos, entre le christianisme et le paganisme. Mais Dionysos, mais mon cher, je le suis tiraillé. Je suis tiraillé en permanence. C'est pour ça que j'écris. Si je n'étais pas tiraillé, j'écrirais plus. L'Antiquité gréco-romaine, vous en parliez, vous y avez fait allusion. C'est un paradis terrestre pour vous, on a l'impression. C'est ce qui vous a réuni, je crois, avec Henri de Monterland. Oui, il avait dit d'ailleurs à France Culture, ici même, il avait dit qu'il était capable de passer 4 heures avec vous à parler de personnages de la Rome antique dont les noms ne disaient plus rien à personne, sauf à vous deux. C'est vrai, c'est vrai. Et vous savez, Rome, c'était
la civilisation du loisir et de la paresse, la civilisation du bonheur de vivre. C'était l'osium cum dignitate, disons le loisir intelligent, je ne sais pas comment traduire, le loisir intelligent, l'osium comme dignitate, pour prononcer à la prononciation ancienne d'Erasme, à l'Erasme. Oui, moi, je sais que il y a des gens, alors justement, qui ne voient dans les Romains que les juristes et des guerriers. Mais moi, je me fous du droit et je suis pas du tout militariste. Moi, ce que j'aime, c'est les poètes Horace, Tibulle, Martial, qui nous parle de la volupté, du plaisir, des jolies filles, parfois pour Martial des jolis garçons, Horace aussi d'ailleurs. Ils étaient tous bisexuels, on ne le dit pas aujourd'hui, mais alors il y a aussi des auteurs. Vous avez remarqué que les ligues de vertu, qui sont toutes puissantes maintenant, ça aussi ça nous vient des États-Unis, les Quakers, etc., les vertus, les gens qui font des associations pour la défense des jeunes filles, etc., la vertu des jeunes filles et tout, attaquent surtout les écrivains contemporains, vivants. J'ai l'impression que du jour où je serai mort, je serai bien tranquille, plus personne ne m'attaquera. Parce que les auteurs, je ne dis rien, même dans mes pages les plus libertines, je ne dis absolument rien que n'ont dit avant moi Casanova, tant d'auteurs du XVIIIe siècle, et alors les auteurs de la Renaissance italienne, et les auteurs comme que je viens de vous citer, romains ou grecs comme Anacréon. Lisez Anacréon, n'est-ce pas? C'est une civilisation de l'art de vivre qui est un peu encore conservée en Méditerranée. En Méditerranée, moi, il y a une ville que j'adore, par exemple, comme Naples. À Naples, on sent un peu ce paganisme encore, cette espèce de... mélangé avec le christianisme d'ailleurs, mais moi, je trouve ça très bien. C'est une religion... Oui, vous avez raison, dionysiaque, mais Dionysos et le Christ font très bon ménage. Pourquoi vouloir toujours opposer les gens les uns aux autres? Prenez par exemple, un exemple très précis que je crois que j'ai fait allusion, sinon dans ce livre, en tout cas dans un autre. L'enseignement du Christ qui est magnifique, n'est-ce pas, sur la parabole des lys des champs et des oiseaux dans le ciel, sur l'insouciance. Ne t'inquiète pas de ce que, etc. Alors, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain s'inquiète pour lui-même. Cette phrase du Christ qui est absolument extraordinaire, qui vous donne l'insouciance, la tranquillité, le dédain de l'avenir, justement dont on parlait tout à l'heure, eh bien, qu'est-ce que c'est d'autre que la phrase du Bouddha, vivez dans l'instant, ou le carpe diem d'Horace, le carpe diem d'Épicure et d'Horace. C'est Horace, Bouddha et le Christ disent la même chose. Et d'ailleurs, je suis persuadé que le Christ avait reçu d'une manière ou d'une autre un enseignement du bouddhisme, n'est-ce pas? Il a disparu pendant 30 ans. On le voit à 12 ans et ensuite on le retrouve à 33 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est promené. Vous avez remarqué d'ailleurs, c'est assez curieux dans les évangiles, on ne parle pas des livres qu'il a lus. On dirait que le Christ, c'est une petite bibliothèque, il avait bien quelques livres avec lui, on n'en parle pas. C'est un aspect, en tant qu'écrivain, je le regrette. On aimerait bien savoir les lectures, peut-être, voilà. Mais enfin, il y avait quand même des grands sujets. Et certainement Horace, les épicuriens, le Christ connaissait très très bien la doctrine d'Épicure. À l'époque, dans tout le bassin méditerranéen, on savait ce que disait Épicure. Et souvent, le Christ nous dit des paroles purement bouddhistes et épicuriennes. Vous croyez au Christ, on le sent bien, vous croyez au saint. Est-ce que vous croyez en Dieu, Gabriel Matzneff? Écoutez, ça j'ai un peu plus de mal à croire en Dieu, oui, c'est vrai. Mais l'essentiel, c'est pas que Matzneff croit en Dieu, entre nous soit dit, ça n'a pas grande importance. L'important, c'est que si Dieu existe, qu'il croit en moi. Si vous voulez, l'opinion, il y a des grands esprits qui ont cru en Dieu, et il y a des grands esprits qui sont des athées farouches. Mais même les plus font l'opinion des grands esprits sur ce point tellement difficile de savoir que Dieu existe ou il n'existe pas. Franchement, ça n'a pas grande importance. L'opinion qu'un homme... Écoutez, si Dieu n'existe pas, on peut brûler des cierges devant des icônes, prier dans des églises, dans le monde entier. C'est pas ça qu'il fera exister Dieu. Et si Dieu existe, on peut couper la tête de tous les prêtres, détruire toutes les églises, toutes les synagogues, toutes les mosquées, tous les temples, tout ce que vous voulez. Ça n'empêchera pas Dieu d'exister. Donc, s'il existe, en revanche, ce qui est important, vous l'avez dit, c'est l'opinion qu'il a de vous. Exactement, et de nous. Oui, et je pense, oui, effectivement. Alors, c'est vrai que quelquefois, on peut se demander, est-ce que Dieu, s'il existe, a bonne opinion de moi? C'est une question légitime. Mais ce sont le genre de questions où la question est plus intéressante que la réponse, comme souvent d'ailleurs. Ce qui nous suscite, ce qui nous stimule, c'est les questions.
les réponses. Hein, les réponses. Quand on sait la réponse, c'est plus drôle. Rappelez-vous, vous êtes beaucoup plus jeune que moi, mais ça vous en souvenez peut-être, à l'époque heureuse, bénie, où il y avait des ouvreuses dans les cinémas et qui vous amenaient à la porte, et qui faisaient la nuit, ils avaient une petite lampe électrique, elle vous amenait à votre place et vous lui donniez un petit pourboire. Et quand alors c'est une légende, je suppose, mais on racontait que quand l'ouvreuse, le type et avant ne donnait pas le pourboire, elle lui disait l'assassin, c'est le notaire. Elle lui disait la clé la clé du film. Eh bien, si on sait la réponse dans les Agatha Christie par exemple, il faut surtout pas aller voir au dernier chapitre qui est l'assassin, parce que toute l'enquête d'Hercule Poirot n'est plus drôle. Ce qui n'est pas toujours le cas, par exemple Colombo, dans l'inspecteur Colombo, c'est ça qui est curieux, on sait dès le début qui est l'assassin. Mais ça, c'est une spécialité de Colombo. Dans la vie en général, il vaut mieux ne pas savoir la réponse. Mais cette vie de plaisir qui semble avoir été la vôtre jusqu'à présent, en tout cas, Gabriel Matzneff, quand on vous lit, on se dit que vous ne faites que manger, draguer, faire l'amour, boire, voyager. Et forcément, on se demande, c'est un peu bête, certainement, sûrement trivial, mais comment fait-il, avec quel argent ? Mais je gagne de l'argent quand même. J'ai publié 30 livres et quelques qui sont tous disponibles, tous réédités. Quand même, je vis fort modestement. Je vis dans un studio d'étudiants avec la notoriété qui est la mienne. La plupart des écrivains de ma génération, et même plus jeunes que moi, ont des beaux appartements, ils ont des voitures, des maisons de campagne. Vous avez tout dépensé, vous ? Oui, ça je claque tout de suite. J'ai ni maison de campagne, ni voiture, et je pourrais pas en acheter. Et j'habite un studio qui serait très bien pour un étudiant qui vient de province, qui vient monter à Paris, mais pour un écrivain de ma notoriété, ce n'est pas un symbole de réussite sociale. D'ailleurs, l'autre jour, ça m'est arrivé à plusieurs reprises que des photographes viennent me photographier et ils veulent absolument venir chez moi. Je veux dire, chez moi, ça n'a aucun intérêt. Allons au Jardin du Luxembourg, allons sur les quais de la Seine. Autrefois, vous les emmeniez à la piscine de Ligny, qui était l'endroit où vous passiez le plus clair de votre temps. C'est vrai, j'ai souvent été photographié à la piscine de Ligny. Et voilà, une fois, récemment, il y en a un qui est venu chez moi, il a insisté, j'ai dit bon. Il m'a dit, il a regardé, et il m'a dit, mais ça, c'est votre bureau de travail, vous avez un autre appartement? J'ai dit non, ça, c'est mon bureau, c'est ma chambre à coucher, ma salle à manger, mon salon, etc. Il était un peu surpris. Parce que je pense qu'il pensait que j'habitais d'une manière plus somptueuse. Vous avez été marié 3 fois, vous n'avez pas eu l'envie à un moment de vous embourgeoiser? Je n'ai pas été marié 3 fois, cher ami. J'ai été marié 1 fois. Ah, pardonnez-moi, j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait eu 3 grandes histoires. Oui. Vous croyez marié, vous ne l'étiez pas. Il y a eu plusieurs grandes histoires, mais une seule fois, je me suis marié avec ma femme qui s'appelait Tatiana. J'ai eu d'autres... non, il y a des prénoms qui... Effectivement, vous êtes un lecteur attentif. Il y a quelques jeunes personnes dont les prénoms sont tellement présents dans mes livres qu'effectivement, c'était des très grandes histoires. Mais je ne les ai pas épousées. C'était des maîtresses, c'était des amantes. Le mot amant aussi a son charme. Mais... le mariage a son charme aussi. J'ai écrit un roman, Isaïe, réjouis-toi, qui est un de mes meilleurs livres, sur l'éclatement de mon mariage, sur l'échec de mon mariage. Mais cet échec de mon mariage, je l'ai vécu comme une tragédie. Ça a été un drame. Et c'était un échec très, très douloureux. C'était un échec très douloureux. L'avantage quand on est écrivain, c'est qu'avec ces douleurs, non seulement ces douleurs morales, mais aussi ces douleurs physiques, on peut en tirer quelque chose. Alors que c'est le seul avantage d'un écrivain ou d'un artiste en général, c'est qu'avec ces douleurs, il peut créer quelque chose. Quand on vous lit attentivement, Gabriel Matzneff, on s'aperçoit à quel point, pas depuis toujours, mais depuis un certain temps, la peur de grossir est très importante dans vos livres, en tout cas dans votre journal intime. Vous vous pesez sans arrêt. Et quand je vous vois devant moi, vous avez exactement la même silhouette, le même visage quasiment, que celui que vous aviez à 25 ans. Alors je me dis, vous êtes vraiment bien surveillé. Oui, je suis un obsédé de la balance, oui. Je me pèse tous les matins quand je peux. Et quand je voyage
je vais dans les pharmacies et quand j'ai pas une balance, mais je voyage pas mal, enfin je bouge beaucoup, je vais dans les pharmacies me peser parce que je pense que qui pèse, qui bien souvent se pèse, bien se connaît et qui bien se connaît, bien se porte. C'était d'ailleurs à une époque il y avait des balances dans la rue. Vous savez, dans la rue, on mettait une pièce de 5 centimes et on avait son poids. Maintenant, je pense que les gens, le vandalisme se développant, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, il y a de plus en plus de vandales. Je pense qu'ils ont été obligés à renoncer parce que les gens cassaient les choses, etc. Mais quand vous allez en Turquie, à Istanbul, des gens vous apportent des balances pour que vous puissiez vous peser dans la rue. C'est un pays mais là, ils aiment bien quand les Turcs préfèrent quand ils pèsent lourd. C'est un signe de réussite. C'est comme les Chinois. Oui, c'est comme les Chinois. Eh bien, écoutez, oui, moi, je suis vous savez, il y a une phrase que j'aime beaucoup de la duchesse de Windsor qui disait « On n'est jamais ni trop maigre, ni trop riche ». Et moi, donc, à défaut d'être trop riche, j'essaie d'être moins trop maigre. Mais c'est l'envie de plaire, toujours. C'est l'envie de rester séduisant, oui. Et aussi, d'ailleurs, d'échapper à des ennuis de santé. Parce que je pense que pour un homme, rester mince, c'est éviter 70% des ennuis, surtout quand on vieillit. Parce que même si vous avez des petits ennuis cardiaques, même si vous avez un peu d'arthrose ou d'arthrite, enfin, c'est le genre de truc qu'on peut avoir en vieillissant, si vous restez mince, c'est beaucoup plus facile à traiter. Si vous avez 40 cm de graisse autour du corps, le moindre truc cardiaque devient très très grave et vous pouvez plus marcher parce que vous avez un peu d'arthrite. Non, c'est pas seulement la coquetterie, c'est aussi le souci d'aller le moins souvent possible chez le médecin. Dernière question, Gabriel Matzneff, la condition d'écrivain, est-ce qu'elle a changé depuis que vous l'êtes, vous? Est-ce qu'elle est plus dure? Non, écoutez, je pense que quand on pense à la condition d'un écrivain, je pense à la génération de Nerval, de Baudelaire, quand même au XXe siècle et au XXIe siècle, on est quand même plus assisté. C'est quand même, je pense, moins dur. Il y a des aides qui n'existaient pas. Quand vous pensez à Nerval qui s'est pendu là, par la misère, enfin c'était des vies de miséreux. Et je sais pas, Corneille est mort dans la misère, Corneille, le grand Corneille, est mort dans la misère, à côté, là, dans une petite rue qui est à côté de l'église Saint-Séverin. Non, cela dit, c'est vrai, j'ai l'impression que c'est plus difficile aujourd'hui, en 2012, j'ai plus de mal à finir la fin du mois, enfin à m'en sortir financièrement même, qu'il y a quelques années. Mais c'est vous, personnellement, Gabriel Matzneff, ou c'est toute la corporation? Je pense que les écrivains qui, comme moi, ne font rien d'autre qu'écrire et gagnent uniquement... Il y a des écrivains, moi j'ai des très bons amis écrivains qui sont dans des rédactions, qui sont dans des maisons d'édition, beaucoup. Ils ont des casquettes d'éditeurs et des salaires d'éditeurs. Ce sont des gens de lettres. Ce sont des gens de lettres et c'est des gens qui sont des éditeurs, qui sont payés en tant qu'éditeurs. Ils gagnent aussi quelques sous avec leurs livres. Parce que vous avez toujours refusé, vous, on vous a proposé. J'ai toujours refusé. On m'a souvent proposé des choses. J'ai beaucoup refusé. C'est pour ça que quand j'ai des difficultés, je pense, j'ai trop refusé. J'ai trop refusé, j'ai été sans doute... il y a certains jeunes gens qui, je ne vais pas dire qui m'admirent, mais vous voyez ce que je veux dire, qui m'aiment et qui trouvent que mon style de vie est très bien. Je leur dis toujours, faites attention, hein, parce que c'est difficile. C'est difficile. Non. La liberté, c'est très difficile. Vous savez, c'est la fable qu'on a tous appris quand on était petit, du loup et du chien. Le gros chien gras mais enchaîné, et puis le loup maigre et libre. Mais aujourd'hui, être loup, ça devient quasiment la quadrature du cercle. Et d'être libre? Bah oui, non, mais d'être libre, oui. Véritablement, d'être ce que vous avez toujours décrit, un franc-tireur. Oui, c'est difficile. Ça va quand on a le moral, mais quand ça va, ça va. Et quand on a la forme, qu'on a la pêche, ça va, la vie est belle, on fait confiance. Moi, j'ai toujours cru à ma bonne étoile, mais... dans les moments difficiles, soit d'ennui financier, soit de maladie, soit d'une rupture, on est assez seul. On se sent très très seul et très vulnérable. Moi, je sens, c'est peut-être l'âge aussi, je me sens plus vulnérable que je n'étais avant. Mais en même temps, je garde une belle énergie vitale. Enfin, j'essaye de la garder. Il faut dire qu'avec ce ciel gris un petit peu bas, le temps influe beaucoup sur nos humeurs, sur nous tous. Nous sommes très sensibles. Alors, une belle luminosité de ciel. Là, j'ai passé les fêtes de Noël à Naples. Et alors, il y avait ce ciel, cette mer. Tout de suite, le cafard et la mélancolie prennent une autre forme. Merci, Gabriel Matzneff, d'avoir été mon invité.